Vous écoutez Causerie d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Corps et Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat, nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corps et Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview sur le blog Corps et Esprit Martial. Je suis toujours avec Emmanuel Agletiner et cette fois on va vous parler de préparation mentale. Vous avez vu, on a sorti la cafetière, on a viré la théière, on a pris du chaud. Ne vous inquiétez pas, on reviendra. C'est ça, on rentre dans le lourd. Bon, ça va toujours, je te fatigue pas trop. Ça va, non, ça va. Alors vous pouvez le remercier parce que je viens d'apprendre qu'en plus aujourd'hui c'est son anniversaire. Donc il vient le jour de son anniversaire pour vous. Je pense que rien que pour ça, vous pouvez faire péter le compteur de like, lui mettre des commentaires, partager. Allez-y, franchement, il mérite. Je pense que voilà, c'est quand même super sympa. Donc on en a parlé un peu de ce lien préparation physique, préparation mentale, enfin de physique mentale dans Oui, l'intrication des deux, finalement. Mais est-ce que toi, tu consacres, tu réfléchis déjà à cette préparation mentale? Est-ce que Finalement, c'est le cœur en fait de la pratique dans le Yichuan, parce que comme on l'a dit, le Yichuan, c'est la boxe de l'intention, c'est le travail de l'intention. Et comme je disais, c'est un petit peu ce qui a amené le fondateur du Yichuan à avoir cette façon de présenter l'art martial, ou l'entraînement à la pratique. À savoir, pour lui, il y avait un manque de travail justement sur toute la partie mentale, intention, intériorisation. Et de l'art qu'il pratiquait à la base, qui s'appelait Xing Yichuan, il a retiré le Xing en disant on ne va pas travailler sur la forme, on va travailler vraiment sur le travail intérieur. Et au final, oui, parce que, comme je disais, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir qui sont des pratiquants d'autres styles, d'autres écoles, de longue date, etc. Parmi, il y a certains qui sont des professionnels, il y a des instructeurs, hein, donc on va dire... et notamment, par exemple, des instructeurs de self-défense qui ont déjà une pratique de l'art martial qui est suffisamment avancée par rapport à ce qu'ils cherchent, etc. Donc, mais qui cherchent à aller un petit peu plus dans le travail, justement, de l'aspect mental, parce que, on va dire, c'est un petit peu difficile à trouver des outils. Quand on veut travailler l'art martial dans l'aspect vraiment self-défense, ce qui est un petit peu le cœur de l'art martial, finalement, c'est un peu le but, la partie mentale, elle est quand même assez difficile. Et on voit que même pour les sportifs de haut niveau, hein, notamment les boxeurs, on leur demande de travailler le mental, il faut qu'ils soient, etc. Mais comment on fait, en fait, hein, qu'est-ce qu'on fait pour en arriver là, quoi? Et oui, tout à fait. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Hein, c'est pour ça que j'ai passé les diplômes préparateurs mental, etc. Parce que je trouve que c'est fascinant, mais en même temps, c'est extrêmement complexe. Et comment le Yichuan est moi, je le comprends bien. Je comprends d'un point de vue extérieur. J'ai pas encore expérimenté ça, mais je vois l'intérêt. Mais est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer d'un point de vue intérieur l'intérêt? Alors, déjà, il faut savoir que moi, je pratique et j'enseigne le Yichuan, que j'ai étudié auprès de plusieurs maîtres. Il y a mon premier maître qui était un disciple direct du fondateur, auprès de qui je suis resté pendant un certain nombre d'années. Et donc j'ai pu, on va dire, faire une sorte de synthèse entre différents enseignements que j'ai reçus. Il y en a qui étaient travaillaient plus sur l'aspect intérieur, notamment mon premier maître, qui était vraiment, on va dire, dans le Yichuan du fondateur. Après, les autres avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaille toujours, sont peut-être dans un aspect plus mécanique, plus biomécanique, plus sur la structure, etc. Mais en réalité, ça reste quand même un aspect très important. Et ce que j'enseigne, c'est ce que j'ai appris auprès d'eux, plus des choses que moi j'ai découvert, ou on va dire ma façon à moi de les expliquer. C'est comme ça toujours dans l'art martial. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que même une école, deux profs, on va avoir deux enseignements différents. Donc on va, par rapport aux exercices qui sont les exercices classiques qui sont enseignés dans le Yichuan, on va avoir des variantes en fonction des professeurs. Il y en a qui vont mettre plus d'importance à telle chose, d'autres plus à telle chose. Et ça va être par rapport peut-être à leur personnalité, à leur problème au départ personnel, à leur prérogatives personnelles, qu'est-ce qu'ils cherchaient au départ à faire, pourquoi ils ont été dans cette direction-là, et ils vont découvrir des choses différentes, et donc ils vont, on va dire, mettre un impact plus important à travailler sur cette chose-là ou celle-là. Après, il y a quand même un aspect qui est très important, c'est le travail du relâchement. Et là, on va aborder un aspect qu'on va retrouver un petit peu dans certaines
école de sophrologie ou par l'auto-hypnose, hein, parce qu'on est sur un travail qui est très similaire finalement. Et alors, est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez, peut-être, est-ce que toi, ou que tu as creusé, l'auto-hypnose ou la sophrologie? Je me suis pas tellement renseigné sur les... Alors j'ai rencontré des sophrologues, je me suis rendu compte qu'on avait les mêmes façons de travailler, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'on travaille sur des images mentales. Et l'idée, en fait, c'est de créer des réactions physiques dans le corps, ou plutôt, on parle du physique, mais là, en utilisant le vocabulaire chinois, on parlerait du qi, parce qu'on est dans le corps, et à la fois, on n'est pas vraiment dans quelque chose de palpable. Le qi, de la sensation, plutôt? Voilà, exactement. Mais qui va induire, on va dire, des certaines sensations et des effets, en fait, sur le corps. Donc, pour créer ces effets-là en utilisant l'intention, on va utiliser des images mentales, ni plus ni moins. Ça me fait énormément penser, je ne sais pas si tu connais la PNL un peu? Programmation neurolinguistique. Alors ouais, la PNL, il y a des exercices qui peuvent être comparés peut-être à la PNL, ouais, tout à fait. Ouais. Bah, la sophro, c'est souvent déjà comparé à... Oui, ouais. Donc c'est pour ça, et puis c'est passionnant, encore une fois. Donc on utilise beaucoup au départ, par exemple, pour un pratiquant débutant, l'image de l'eau. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui est un petit peu évident pour un pratiquant débutant qui n'a pas encore un certain nombre de références. Il a des sensations par rapport à son contact avec l'eau. Son corps, on va dire, connaît déjà. Et en fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand on dit son corps connaît, on a des réflexes qui sont des réflexes naturels de survie qui se mettent en route tout seuls par rapport au contact de l'eau. Notamment, on sait qu'un petit bébé, quand on le jette à l'eau, il sait nager, en fait, hein, il flotte et il ne va pas couler comme un plomb au fond de l'eau. Après, chez les adultes, il y en a qui ne savent pas nager. Donc je pense qu'en fait, on a un réflexe naturel de survie, de flotter, de savoir comment utiliser notre corps pour flotter, pour rester à flot, que les gens qui ne savent pas nager ont peut-être d'une certaine manière annihilé. Voilà. Il y a peut-être un truc qui bloque, qui empêche ce réflexe. Mais c'est quelque chose qu'on a quasiment tous. Et les premières images qu'on va utiliser, par exemple, dans la posture de l'arbre, c'est d'y mettre complètement immergé dans de l'eau. Et en faisant ça, rien qu'en imaginant qu'on est immergé dans l'eau, on va induire un relâchement des muscles profonds, parce que notre corps, il sait très bien que quand on est complètement immergé dans l'eau, si on se contracte, on coule. Tout simplement. Donc, voilà. Donc ça, c'est des images qui sont très utilisées en sophrologie. Hein. Imaginez que vous êtes dans l'eau, etc. Après, on va aller vers certaines choses en fonction de la personnalité de la personne, peut-être, en fonction des problèmes qu'on va avoir, qui vont se répercuter par rapport à son physique, parce qu'on va voir que lui, il est trop tendu ici, pas ici. Donc on va rajouter encore des petits impacts en disant, peut-être... si c'est quelqu'un qui est vraiment trop tendu du bas des jambes, imagine que tu es immergé dans l'eau jusqu'à la taille et que tu vas chercher le contact de l'eau. Donc il faut vraiment ressentir le contact de l'eau sur toutes les parties du corps en même temps. Ça va créer en fait la sensation en fait d'une résistance légère qui va donner encore au corps une envie en fait de réagir contre ce contact pour garder l'équilibre. Par exemple, si on est immergé jusqu'à la taille, on sait que notre équilibre il est moindre, on tient moins bien. Donc le corps va devoir lutter un petit peu, et il va devoir lutter d'une manière naturelle, que nous, on ne saurait peut-être pas trouver si on cherchait à la faire intentionnellement. Comment on fait pour garder son équilibre quand on est dans l'eau jusqu'à la taille? Est-ce qu'il y a une technique? Est-ce qu'on sait comme ça foncièrement comment faire? On ne sait pas. Par contre, si on laisse notre corps trouver par lui-même, en gros, il a des réponses. C'est très intéressant, et ça me fait penser encore à autre chose que j'ai remarqué en enseignant, c'est que une fois qu'on a tellement pratiqué une technique, qu'on vit la technique, qu'on la fait vivre, on oublie comment on l'a fait, la conscientiser devient difficile de la même façon. Ça me fait penser à ça. Et donc du coup, est-ce que dans le Yichuan, on arrive justement à prendre des décisions plus vite sans avoir besoin de conscientiser? Est-ce que ça aide? C'est le but. En fait, c'est le but. Je veux dire, ça c'est ma réponse. Hein, mais oui, ça me paraît évident que en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un chemin entre le corps et l'esprit qui est assez direct, à savoir le chemin de la sensation. Et la prise de décision, elle passe par l'intention, à savoir, le but que j'ai, c'est d'aller rentrer à l'intérieur de la personne qui est en face pour prendre sa place, tout simplement, parce que le but, il n'y a qu'un seul but, c'est ça. Et on ne va pas créer des chemins, alors je vais peut-être faire ci, peut-être faire ça, peut-être que je vais faire telle technique, le but, c'est uniquement ça. Et tout le reste, c'est le corps qui doit le faire. Donc ensuite, toutes les réactions qu'il va y avoir entre-temps, c'est le corps qui va les donner de lui-même, naturellement, sans passer par l'intellectualisation et sans passer par une mode de réflexion. Ça me fait penser un petit peu à une phrase, bon après c'est un peu une phrase, c'est une phrase culte en fait dans le cinéma, je suis très cinéphile, dans le film Top Gun, à un moment donné, il lui demande mais pourquoi vous faites pas ci, pourquoi vous faites pas ça, etc. Et il dit mais dans la réalité ça marche pas parce que quand on réfléchit,
on est mort. Ouais. Il dit dans ces moments-là, on n'a pas le temps de réfléchir. Celui Et qui je pense que réfléchit, c'est ni plus ni moins que ce... Voilà. En gros, on a une seule solution, c'est le corps doit réagir par lui-même. Est-ce qu'il va prendre la bonne décision? Alors, en faisant ce travail qu'on a en Yichuan, on amène le corps à devenir, on va dire, celui qui va prendre la décision à notre place. Et en réalité, c'est pas le corps qui va prendre la décision, c'est notre esprit, mais une partie de notre esprit qui est enfouie au fond de notre corps. On peut parler de cerveau reptilien. C'est un discours que moi, j'aime pas utiliser dans mon enseignement, mais on est en plein là-dedans. Hein. Oui, parce que, alors je rebondis, mais le cerveau reptilien, on dit qu'on perd, parce que quand il interagit, on est à une certaine pulsation cardiaque, etc. Alors que si j'ai bien compris le Yichuan, je me trompe peut-être, mais c'est de pouvoir l'utiliser même en étant calme. Ouais. Ouais, bah c'est là qu'en fait on a toute la condition de confrontation en fait entre il y a des exercices par exemple sur des postures, parce qu'on a plusieurs postures, on a des postures statiques qui sont de face d'abord pour commencer à prendre la structure d'une manière équilibrée, etc. Et ensuite on passe sur des postures de côté où on a déjà des formes qui sont très martiales, qui ressemblent à des gardes. Et on parle de la posture bouclier-lance, hein, où là on a un bouclier, là on a une lance, donc on est déjà dans une forme très martiale. Et on a un exercice qui est assez parlant par rapport à ce que tu viens de dire, c'est celui d'être entouré par soit des bêtes sauvages, soit des personnes en armes qui veulent nous attaquer, et qui vont nous attaquer à tout le monde. On est complètement encerclé, et donc bah, effectivement, on a le réflexe naturel du corps, donc en passant par le cerveau reptilien, qui va commencer à accélérer les rythmes cardiaques, et il va falloir le tempérer. Donc on va travailler sur on va dire une contradiction entre la réaction naturelle et ce qu'on essaie quand même de contrôler, à savoir notre relâchement. Et on va créer un petit peu comme on le fait, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure en PNL, une sorte de point d'ancrage, à savoir cette situation-là qui normalement fait que j'ai mon cœur qui s'accélère, j'ai mon tout qui monte, et ben moi j'ai appris à mon corps à dans ces moments-là, ça redescend et ça calme. Mais par contre, l'idée de défense naturelle du corps, de se mettre en réaction de défense, etc., elle est toujours là. Sauf qu'on la conditionne d'une autre manière. En gros, on essaie d'en dégager les points forts et d'en supprimer les points faibles, ou plutôt les points qui seraient qui travailleraient contre nous. C'est très intéressant. Et ça permet de garder une certaine lucidité, une certaine précision dans les gestes. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut très bien, du coup, l'image mentale, hein, je rebondis, ce qu'utilise par exemple la patrouille de France, quand ils s'entraînent, ils jouent la musique, c'est ce qu'ils appellent donc cette visualisation. Ouais. C'est ce qui permet de garder cette précision-là, parce que sinon, on pourrait pas, il serait sous stress, il pourrait pas gérer la... Ouais, tout à fait. Ouais. Mais je pense qu'il y a certains maîtres qui travaillaient juste sur une technique unique. Hein. C'est peut-être même une des... Alors, le fondateur du Yichuan, il en a beaucoup parlé parce qu'en fait, il avait tendance à critiquer le fait qu'il y ait trop de techniques dans les écoles en disant ça sert à rien d'avoir... il parlait des formes de Taiji où ils font 108 postures. En fait, il n'y a pas 108 postures. Ils font 108 postures, mais sur les 108, il y en a peut-être 30. Quelques-unes là, exactement, qui reviennent après plusieurs fois dans la forme. Mais en gros, il disait, il faut savoir en maîtriser 2, 3. Par contre, il faut les maîtriser parfaitement, celles-ci. Et en gros, il ne faut pas laisser trop de possibilités. En fait, après, le corps doit pouvoir s'exprimer. Et ces 3 techniques, éventuellement, doivent permettre de comprendre les principes qui, eux, après, doivent être développés. Et qui permettent de faire n'importe quelle technique. Qui permettent de faire n'importe quelle technique, exactement. Ouais, tout à fait. Donc voilà, visualiser, après, il y a des maîtres qui travaillaient sur une technique unique, avec cette visualisation-là, savoir, quoi qu'il arrive, je vais faire cette technique-là, et elle marchera toujours. Et ils visualisaient n'importe quoi, ils répondaient toujours de la même manière, et dans leur visualisation, bah, ça fonctionne systématiquement, et en fait, ils prennent l'habitude, ils donnent l'habitude au corps de réussir, et en utilisant uniquement cette technique-là. Ah ben, alors là, c'est hyper important ce que tu dis, ça fonctionne systématiquement. Moi, je rebondis, on a fait une vidéo sur la visualisation, sur les règles pour que la visualisation ne soit pas contre-productive, on vous la mettra là-haut. Voilà, le fait que ce soit la réussite, c'est vraiment hyper important. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Armand Vallée, le fondateur du Mushin Ryu qu'on pratique, dit souvent, en travaillant une technique, on travaille toutes les techniques. Et c'est vrai. Parce que la biomécanique, elle est, voilà, on n'a pas... On a travaillé l'équilibre, on a travaillé la distance, et puis... On n'a pas 30 000 façons de bouger. Hein. Et puis il a fait l'expérience sur une année, il nous a fait travailler qu'une technique, et les nouveaux, à la fin, au bout d'un mois, il a dit, il a rajouté à la fin, et il maîtrisait très vite les autres techniques, parce qu'ils s'étaient concentrés sur un seul mouvement, et ils avaient compris le corps. Voilà. Alors après, dans le Yichuan, il y a quand même quelque chose qui est fondamental. Justement, plutôt que de parler de technique, on va parler d'axe de force. Et là, c'est l'intelligence un petit peu du fondateur qui, finalement, par rapport à la façon d'enseigner traditionnelle chinoise, est partie d'une manière un peu qu'on considère maintenant comme moderne. Pour lui, c'était pas du moderne, c'était juste du bon sens.
et à savoir, plutôt que de travailler telle ou telle technique, il est parti du principe que dans les écoles anciennes, notamment dans celle qu'il avait travaillé, le Xingyiquan, à la base, il y avait, on parle maintenant des 5 techniques, des 5 éléments, hein, vous savez, avec le bois, le feu, la terre, l'eau, et le métal et l'eau. Et lui, il parlait uniquement de 3 techniques au départ, en disant dans le Xingyi, au départ, il n'y avait pas 5 techniques, il n'y en avait que 3. Et ces 3 techniques, donc beaucoup de textes anciens sur le Xingyi, enfin anciens, c'est pas si ancien que ça, hein, 17e, parlent de, alors, Zhuan Guotian, et en fait on a une technique qui serait de percer, une technique de piétiner, une technique de envelopper. Et lui disait que c'est pas 3 techniques en fait qui sont si importantes que ça, dans le sens où on a 3 mouvements. Il dit c'est que ces 3 techniques-là, en fin de compte, elles contiennent l'ensemble des directions de force, parce qu'il y en a une qui contient essentiellement la force avant-arrière, l'autre la force au bas, et l'autre la force ouverture-fermeture. Et donc, en fin de compte, il dit, on a les 6 directions de force qui nous permettent après de gérer les forces dans toutes les directions. Et c'est un petit peu le but du Yichuan. Donc, en partant de ce postulat, il a commencé à imaginer, plutôt il a repris des mouvements qui existaient, en se concentrant sur ces 3 axes, à savoir l'axe avant-arrière, haut, bas, ouverture, fermeture. Et systématiquement, quand on travaille une direction, donc c'est les chelis, c'est ce qu'on appelle les chelis, les mouvements lents, on va travailler le mouvement avant-arrière, le mouvement au bas, le mouvement d'ouverture-fermeture, mais quand on va les travailler, on va jamais laisser les autres directions complètement vides. C'est pas parce qu'on travaille que l'avant et l'arrière qu'on va pas descendre ou monter en même temps. Exactement, ou qu'on va pas ouvrir et fermer, sauf qu'on va se concentrer plus sur celle-ci. On va mettre l'intention. L'intention est plus, voilà, exactement. Ouais. Alors, le travail de l'intention, rassurez-vous, c'est le sujet d'une autre interview, et après on aura encore une autre interview sur le cercle, donc vous allez voir que y a de quoi faire, donc c'est pour pas que vous vous stressiez, donc abonnez-vous pour pas les louper. Est-ce que tu penses que le duel, alors le duel rituel, hein, parce que comme on le disait en off tout à l'heure, il n'y a plus de duel à mort depuis bien longtemps, heureusement. Est-ce que tu penses que le duel est un bon outil pour la préparation mentale de quelqu'un qui souhaite apprendre à combattre, à devenir un meilleur praticien? Moi, je pense pas, non, personnellement, parce qu'on va subir... faut voir dans quel contexte on se positionne. Hein. Si c'est pour une pratique sportive, c'est indéniable, c'est impossible de faire autrement. C'est obligatoire. Après, voilà, tout dépend de ce qu'on vise. Hein. Pratiquer l'art martial, ça ne veut pas dire qu'on s'entraîne à devenir un combattant imbattable. D'ailleurs, on sait que c'est impossible, hein, parce qu'il y a forcément toujours plus fort que soi. Donc si on se positionne juste dans une pratique, on va dire, qui va nous permettre de trouver du positif, d'avoir un effet positif sur notre corps, sur notre esprit, etc., non, je pense que cette format-là n'est pas intéressant, parce qu'on risque des blessures qui peuvent être très traumatisantes, et on va avoir un taux de réussite et d'échec, à moins qu'on travaille systématiquement avec des élèves, donc des gens qui sont inférieurs à soi, ce qui est souvent le cas finalement quand on le fait, enfin quand on le fait en tant que prof, hein, je parle, c'est contre-productif, parce que soit on prend une grande confiance en soi, qui est fausse, étant donné que là c'est facile, on travaille avec des gens qui sont inférieurs, on est en position de supériorité, mais ce ne sera pas le cas dans la vie. Deuxièmement, on va partir sur finalement toujours un système de règles, on va travailler uniquement par rapport à certaines techniques, une certaine approche, l'autre en face a la même forme que nous. Soit on va avoir, en tout cas on a tout un tas de contraintes qui font que c'est pas juste, et en plus de ça, on va avoir un taux de réussite qui finalement va pas être exceptionnel, parce que un jour on sera pas en forme, un jour on sera peut-être pas dedans, etc., etc. Et en réalité, pour la confiance en soi, ça n'a pas un effet, un impact très important. Après, ça peut être un impact important par rapport justement à l'idée d'acceptation, en fait, de ne pas toujours réussir, ce qui est quand même assez important, et de se dire, bah, finalement, on est conscient que on est toujours vulnérable. Mais mis à part ça, je pense qu'en fait, ce qui me gêne surtout, c'est toutes les possibilités de blessures qui sont contre-productives, parce qu'au final, on est censé se préserver, et là, on va dans... Donc la forme duel, non. Après, oui, des exercices à deux. Ouais. Exercices à deux. Ouais. Qui peuvent être un peu musclés parfois. Libre. Mais voilà, un peu musclé, mais peut-être pas forcément libre. Il faut toujours qu'il y ait un cadre pour éviter les blessures, justement. C'est ça, c'est ce que disait Léo Tamaki, c'est que d'après lui, il y a 2 jauges en fait, l'intensité et la liberté, et elles bougent en fait un peu comme ça. Donc plus je suis libre, ben moins je peux mettre d'intensité,
Je pense que ceux qui ont été vraiment chercher là, dans ce genre d'exercice, ceux qui ont été chercher le plus loin, on voit en boxe anglaise qu'on a des gens qui ont des capacités. Et finalement, le sparring, même si ça fait partie de leur entraînement, c'est un exercice parmi d'autres. Et puis c'est léger. Le plus important. Et c'est léger, sauf pour celui qui fait le sparring. Parce que systématiquement, le sparring il doit avoir un niveau qui est à peu près même, mais qui est toujours un peu inférieur. De manière à ce que le boxeur qui s'entraîne soit justement toujours en position de supériorité pour prendre confiance en lui, mais le sparring, lui, il morfle. Et souvent, c'est des types qui ont des blessures absolument. Ça dépend de comment c'est fait, mais il y a des sparring. Enfin, le boxeur en général, sont des traumas. La nuque, ça malheureusement, c'est un sport où on peut se préserver assez peu finalement, parce qu'il y a. C'est les règles du jeu. C'est comme ça, c'est les règles du jeu. On frappe la tête est une cible de choix, on a peu de possibilités d'esquive. Je trouve ça superbe, mais ça a des conséquences sur la santé. On a tous vu comment a fini Mohamed Ali. Bon, après, c'est peut-être pas forcément la boxe, mais il y a quand même des chances. Voilà. Mais oui, non, tout à fait. C'est vrai que ça fait aussi. C'est vrai que la blessure fait partie du jeu. Même en travaillant parfois lentement, on peut se blesser. Ah oui, complètement, tout à fait. L'idée encore dans les arts martiaux chinois, je pense que c'est une des caractéristiques vraiment qui est propre vraiment à la culture chinoise dans l'art martial et qui a un petit peu déjà disparu avec quand les arts martiaux sont passés de la Chine au Japon, parce que la plupart des techniques qu'on trouve au Japon sont quand même en grande pas en majeure partie, mais en grande partie quand même issues de Chine, ou des influences en tout cas de Chine. C'est cette idée de préservation vraiment et non pas seulement que d'entretien de la santé, mais même d'aller encore au-delà, de développer encore plus sa santé pour aller encore et la philosophie qui est liée au taoïsme, je pense qu'il y a vraiment une importance capitale là-dedans. On le retrouve un petit peu après dans le Shinto, dans certaines écoles Shinto au Japon, mais c'est quand même quelque chose qui est assez caractéristique en Chine. Et du coup, il ne s'agit pas seulement de se protéger des autres, mais il s'agit de se protéger de soi-même. Et donc, c'est bien de se défendre contre les autres, mais si on se blesse pendant qu'on apprend à se défendre contre les autres, quel intérêt ? C'est ça. On a peut-être 10 ou 20% de chance dans toute une vie de se faire agresser, et si en essayant d'apprendre à ne pas se faire agresser, on s'est blessé soi-même, au final, l'intérêt, il n'était pas du tout... Tout à fait. Et alors là, c'est un expert de self-défense. Désolé, je rebondis, mais j'aime bien faire des liens entre les différents experts pour montrer que finalement, on se retrouve tous plutôt que... C'est Richard Douyeb qui disait quel est l'intérêt si je dois me blesser à l'entraînement et qu'après je me fais agresser juste après, où était l'intérêt de me blesser à l'entraînement? Quand on a des grands professionnels comme lui, ils savent de quoi ils parlent. C'est ça. Donc voilà, je me permets de faire ces petits ponts. T'as parlé de quelque chose qui me tient énormément à cœur en tant qu'enseignant, que ce soit dans les arts martiaux ou au lycée en français et histoire géo. L'erreur, comment on accepte l'erreur de se tromper, d'apprendre que parfois on est dans l'erreur, qu'on est dans le faux ou qu'on n'est pas intouchable. Comment on accepte ça? Et moi je pense que c'est par les rencontres et par l'ouverture d'esprit. En fait, c'est un petit peu délicat parce qu'on est en train d'aborder un sujet qui touche à une certaine forme d'éducation qu'on trouve en Asie et dans les relations humaines. Moi, je suis pas vraiment un exemple de ce côté-là parce que le fait d'avoir étudié la langue et la civilisation chinoise m'a permis d'accéder à des maîtres et à des experts que d'autres pouvaient peut-être pas accéder à une certaine époque parce qu'ils pouvaient pas communiquer tout simplement. Le fait d'avoir été élève de mon premier maître, Li Dianu, m'a permis de me retrouver dans une position un petit peu privilégié un petit peu parce que j'étais considéré par beaucoup d'experts ou de maîtres en Chine comme alors non pas son disciple parce qu'on avait un écart d'âge qui était tel que je pouvais pas me prosterner devant lui mais en tout cas comme son élève et du coup j'avais on va dire des portes qui s'ouvraient à moi parce que son aura on va dire j'en profitais un petit peu quoi. Et le fait de pouvoir communiquer avec des maîtres, des experts, etc. m'a permis de rencontrer pas mal de monde sans froisser personne. Alors que souvent, c'est un grand problème. Quand on est disciple de telle école, élève de tel maître, on ne doit surtout pas aller voir quelqu'un d'autre. Et c'est très dangereux parce qu'on risque de s'attirer les foudres de notre maître, voire le rejet total. On va être expulsé de l'école, où il ne va plus nous parler, il ne va plus nous enseigner, parce qu'on a fait l'erreur d'aller voir un autre maître, juste par curiosité. Et lui, il a un ego qui fait qu'il n'a pas accepté ça, quoi. Donc ça, c'est très délicat dans les arts martiaux asiatiques en général, c'est pas qu'en Chine. C'est je suis élève de tel maître, est-ce que je peux me permettre d'aller voir ailleurs quand même? Alors il y en a qui sont
ouverts de ce côté-là, qui disent bah si, parce qu'ils sont des gens, on va dire, peut-être un peu plus ouverts, et peut-être aussi parce qu'ils savent que tu vas voir que la médiocrité générale fera que tu reviendras chez moi. Mais peut-être tout simplement, c'est des gens qui ont confiance en eux, qui savent que l'élève n'est pas là que pour sa technique, mais également pour sa personne, et que tu peux aller voir ailleurs, il n'y a pas de problème. Et puis, on n'a peut-être pas la réponse à toutes les questions, et aller voir ailleurs, c'est peut-être aussi la clé pour... Aller voir ailleurs, c'est surtout avoir l'esprit qui est plus ouvert, et se rendre compte que c'est pas parce que nous on fait comme ça qu'il n'y a pas une autre façon de faire. Et au départ, on a toujours tendance à penser qu'on a trouvé le Saint Graal, et qu'il n'y a que notre façon de faire qui est la bonne. Notre sensei, notre maître, notre shifu, c'est toujours le meilleur au début. Mais c'est le meilleur, mais par rapport à ce que nous on recherche. C'est ça, il a répondu à un besoin. Et donc moi j'ai eu la chance, on va dire, de pouvoir accéder à d'autres enseignements par d'autres maîtres, sans pour autant devenir des disciples, un disciple ou un élève officiel, et j'ai vu plein de façons de faire le Yichuan. Et j'ai vu des maîtres qui faisaient ci, des maîtres qui faisaient ça, et au départ c'était parfois plutôt contradictoire. Et puis je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ils avaient tous un élément qui leur avait semblé le plus important, on va dire, en tout cas ce qui était plus important à leurs yeux, et ils avaient développé tout leur enseignement par rapport à cet élément-là. Donc tel maître a trouvé que c'était ça le plus important, parce que sa carrure, sa stature, peut-être les problèmes physiques qu'il avait, ou peut-être des problèmes autres, peut-être par rapport à des blessures qu'il avait eues. Donc c'est ça qu'il avait trouvé le plus important, tout son enseignement est articulé autour de ce principe-là, ou de cette chose-là. Tel autre maître, il a fait autre chose. Et donc ils ont tous quelque chose d'intéressant à apprendre. Après, il faut voir par rapport à notre personnalité, qu'est-ce qui nous parle le plus, et qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour nous. Donc moi, j'ai réussi à avoir plein d'enseignements comme ça, ce qui est rare, parce qu'en général, on doit se focaliser dans un enseignement, suivre un maître, et pas aller voir ailleurs. Et ça m'a permis d'avoir une certaine forme d'ouverture d'esprit, et je pense de, justement, pas s'enfermer, pas se retrouver coincé, et du coup, accepter que c'est pas qu'on accepte l'erreur, mais c'est qu'on se rend compte que il y a plein de façons de faire, et il faut juste être ouvert d'esprit. Et voilà, on peut très bien trouver que ça, c'est une façon de faire qui est parfaite, mais c'est parfaite pour le moment, par rapport à ma personne, par rapport à mon physique, et ça ne veut pas dire que je ne vais pas évoluer vers une autre façon de faire plus tard. Donc quelque part, c'est une erreur. Si je le fais, et quand je regarde certains mouvements que je faisais moi il y a 15 ans, je ne les fais plus de la même manière maintenant. Ça ne veut pas dire que j'étais dans l'erreur à l'époque. Et oui, c'est que c'était ton chemin. Exactement. Et le voisin de l'erreur, l'échec, comment on le gère, l'échec? L'échec, je sais pas dans quelle manière tu veux parler d'échec. Je parle d'échec, lorsqu'on parle d'échec, par exemple, on se rend compte qu'on n'arrive pas à faire nos mouvements comme on voudrait, on n'arrive pas, on se sent frustré, cette frustration qui peut arriver quand on bloque sur quelque chose, qu'on passe par exemple 6 mois à s'entraîner sur un mouvement et qu'on n'y arrive toujours pas au bout de 6 mois. Je pense que c'est juste qu'il faut savoir lâcher prise, tout simplement. Échec veut dire qu'on s'est fixé un objectif qui était peut-être un peu trop élevé, ou alors peut-être qu'on s'est fixé cet objectif de manière un petit peu trop rigide. Et il faut savoir accepter parfois que finalement, c'est un petit peu comme quand on fait un pèlerinage, c'est pas la destination qui est importante, c'est le chemin. Et qu'on est en train d'aller vers notre objectif, et donc il n'y a pas d'échec. L'échec n'existe pas. Ça me fait penser un petit peu à... Dans mon travail, j'ai fait plusieurs. J'ai rencontré une époque une personne qui disait il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est un petit peu ça. L'idée de l'échec, c'est quand on pense que cet objectif-là, il n'y a qu'une seule façon d'y aller. Et que si je ne fais pas ce chemin-là, que je me suis mis dans la tête, finalement, j'y arriverai pas. C'est pas vrai. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. On n'arrive pas de cette manière-là, on va trouver une autre façon d'y arriver. On va peut-être mettre plus de temps, mais on y arrivera toujours. Merci beaucoup pour ce message. En plus, tu donnes la solution de changer les objectifs, revoir son objectif, ou du moins se fixer le bon objectif, et puis peut-être se donner plus de temps. Se donner plus de temps, je pense que c'est la clé. Le temps, c'est quelque chose qui est assez élastique. On s'aperçoit quand on est jeune qu'une journée d'école, c'est interminable. Et puis quand on est âgé, une journée, elle passe à une vitesse phénoménale. Et même les années, même des fois, qui passent à une vitesse. Le temps que ça a mis entre les débuts de la primaire et la fin du collège, ça nous a paru être une éternité, et puis là, maintenant, 10 ans passent à une vitesse... C'est ça va très 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 vite. C'est dingue. Est-ce que tu utilises des outils, toi, autres que le Yichuan, parce que le Yichuan est un outil de préparation mentale, mais est-ce que tu utilises
sophrologie, je sais pas, est-ce qu'il y a des outils que tu utilises? Alors, sophrologie, non, parce que finalement, le Yichuan est... En fait, je vais aller puiser dans d'autres pratiques et en les adaptant à ma façon de pratiquer façon Yichuan. Il y a un expert qui est un yogi à la base, un monsieur brésilien. En fait, j'ai découvert sa façon de pratiquer. Il s'appelle Orlando Cani. Il m'a beaucoup influencé d'une certaine manière. Je ne veux pas dire que je pratique ses exercices, mais en tout cas, j'ai bien aimé sa façon de voir les choses. Et je ne sais pas s'il est toujours vivant, parce qu'aux dernières nouvelles, il avait plus de 90 ans, et même s'il était en bonne forme, à cet âge-là, ça va très vite. Et c'est un monsieur qui m'a été présenté par un ami de très longue date, qui a été un des premiers pratiquants, qui est un des premiers pratiquants de Jiu-Jitsu brésilien en France, parce qu'il avait fait ses études aux États-Unis, et il avait été pratiqué dans une des académies Gracie, celle de Carlos Gracie à l'époque. Et il était revenu, il m'avait présenté donc un peu de jiu-jitsu brésilien, c'était tout nouveau à l'époque, on ne connaissait pas bien en France, et puis surtout il m'avait parlé de cette fameuse gymnastique naturelle, gymnastica naturale qu'il disait en brésilien, et des exercices qui étaient finalement une forme de yoga dynamique que j'ai retrouvé en Chine. Finalement, c'est intéressant parce que c'est une forme de yoga qui est très peu connue, qui est une forme de yoga animal, donc des imitations animales en mouvement. Un peu comme l'hygiénisme on a pu trouver en France. C'est ce qu'on trouve maintenant, ouais. Et qui date des années 1900 en fait. Hein. Ouais. Ouais, il y a beaucoup maintenant qui adaptent beaucoup, en tout cas l'enseignement d'Orlando Cani, qui a été... Alors Orlando Cani, je pense que c'était un grand monsieur, c'est toujours, mais il était d'une façon... Quelqu'un de très humble, très naturel, etc. Et il a une académie à Rio qui est toujours très fréquentée, parce qu'il faut savoir qu'il a été quand même un des professeurs particuliers de Rickson Gracie, et dont Rickson Gracie a dit beaucoup de choses sur lui, comme quoi il a vraiment été un des moteurs qui lui a permis d'arriver là où il en était. Et donc ce monsieur n'a pas été chercher à faire du copyright, etc. Et d'ailleurs, il en a pâti parce qu'il y a un de ses meilleurs élèves qui un jour a disparu de son académie et puis qui s'est mis à faire sa propre méthode qu'il a appelée Gymnastica Naturale, sauf qu'il avait déposé le brevet et qu'Orlando Cani, du jour au lendemain, n'a plus le droit d'utiliser le nom. Il s'est fait piquer sa méthode par un de ses élèves qui l'a marketé et qui en a fait un enseignement... Ouais. Voilà, et donc il a changé de nom, il a appelé Biogymnastica maintenant. Donc ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce qu'en fait on retrouve des principes similaires à ce qu'on retrouve en Yichuan, à savoir, en fait on va aller chercher dans la nature en fait des éléments, comme on le fait dans la tradition chinoise des arts martiaux, on a une influence soit des armes pour le maniement de l'arme qui va influencer sur la façon de bouger le corps, soit par l'observation des mouvements animaux qui ont des caractéristiques propres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est savoir comment ces animaux qui, eux, n'ont pas de problème de tension musculaire, qui n'ont pas de problème, etc., arrivent à faire, alors que nous, sur notre station bipède, on a tous ces problèmes-là. Donc, aller rechercher dans les mouvements, et on s'aperçoit que sur les mouvements, notamment les mouvements animaux d'Orlando Cani, il y a le mouvement du tigre ou de la panthère où on est à quatre pattes, on s'aperçoit que on n'a pas de force musculaire qui est vraiment mise dans les bras, on n'a pas d'utilisation des pectoraux, le dos est utilisé de manière absolument naturelle, et surtout, on n'a pas de respiration haute qui est envisageable. C'est physiologiquement impossible. On est sur une respiration ventrale naturellement. Et donc, en fin de compte, comment on fait pour récupérer tout ça, mais en station debout. Donc, moi, ça m'a intéressé et ça m'a influencé dans ma pratique. Ça m'a permis d'évoluer. Donc, ça, c'est le genre d'exercice, par exemple, qui ne fait pas partie du panel du Yichuan, que j'ai pas étudié non plus à fond, parce que je suis pas allé le voir à Rio, même si j'aurais bien aimé le faire, et qui m'a permis quand même d'avancer d'une certaine manière dans ma compréhension et dans ma façon de pratiquer. C'est très intéressant ce que tu dis. Bon, moi j'adore les quadrupédies, tout ce que j'appelle ça quadrupédie, Ouais. mais j'adore tous ces exercices-là parce que effectivement ils permettent, en plus de renforcer le corps, de se connecter à lui, de se connecter à lui différemment. Ouais. C'est vraiment très intéressant. Merci encore. Est-ce que tu as un très bon souvenir, ton meilleur souvenir dans ta pratique? Mon meilleur souvenir dans la pratique, oh non, j'en ai beaucoup. Ouais. J'ai des souvenirs avec mon maître qui sont vraiment... Après, il y a des choses, c'est pas que je veux pas les raconter, mais c'est un petit peu intime. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien s'épancher là-dessus parce que c'est un peu une façon de se mettre en avant. Mais c'est pas l'idée de cacher quoi que ce soit, mais on va dire, j'ai un peu de nostalgie par rapport à une certaine époque. Surtout Pékin, le Pékin de la fin des années 90, pour ceux qui l'ont connu, et l'ambiance qui régnait, etc. Et voilà, quand j'allais rendre visite à mon maître, parce que c'est comme ça que ça se passait avec lui, il n'y avait pas de cours fixé toutes les semaines, j'allais le voir, je prenais une leçon.
C'était, j'allais lui rendre visite, il m'offrait le thé, on avait une discussion comme ça, et puis il me disait, bah, montre-moi, tiens, comment tu fais telle posture. Il venait me corriger, il venait me tester, et il me faisait quelques petits mouvements pour me voir un de ses parents, et il me donnait 2 ou 3 leçons, il m'expliquait 2 ou 3 choses, et systématiquement, quand je rentrais, je notais tout ce qu'il m'avait dit, j'en ai je sais pas combien, et quand je les relis encore, parfois j'apprends des choses, quoi. Et ça, oui, ça c'est des moments qui sont vraiment, gravés dans ma mémoire, quoi. Après des moments qu'on a passés, des rencontres que j'ai fait avec d'autres maîtres en Chine, j'ai vraiment de super moments. Après j'ai des bons moments en France aussi. Hein. Non, mais il faut en prendre, voilà. C'est vraiment ces moments-là avec ton maître qui t'ont marqué dans l'intimité. Ouais. Après il y a aussi la façon dont je l'ai rencontré, hein, parce que c'est quand même... il y avait une personne qui le représentait déjà en France à l'époque, hein, c'est Jean-Luc Le Sueur, qui est toujours son représentant officiel, hein, qui est vraiment quelqu'un qui a fait énormément pour le Yichuan en France. Alors je le dis parce qu'en fait on parle pas beaucoup de lui, on n'entend pas souvent parler de lui, mais alors que d'autres ont peut-être été se mettre plus en avant, mais il a vraiment fait beaucoup pour le Yichuan en France. Il avait créé une association qu'il avait appelée ANIDA, qui existe toujours je crois, Association nationale pour le Yichuan et les disciplines assimilées. Et avec son association, il a fait venir plusieurs maîtres, dont Lydia Nu. C'est comme ça que je l'ai rencontré. On s'est rencontrés par hasard avec Jean-Luc. Le week-end suivant, il recevait Maître Lydia Nu en France. Il m'a dit, si tu veux, viens faire le stage, etc. J'y suis allé. Et moi qui avais l'habitude des stages de karaté avec Kanazawa, on était des fois 200 personnes, où on n'approchait pas le maître à moins de je sais pas combien de dizaines de mètres. Là, je me suis retrouvé à l'arrière de la voiture de Jean-Luc Le Sueur, avec le maître qui monte à l'avant, qui se retourne et puis qui me dit bonjour, qui me serre la main. Et il y avait une proximité, etc., tout de suite, qui était... Donc il y avait un contact, et c'était pas juste un maître qu'on adulait comme ça, c'était un vrai personnage avec, on va dire, une humanité, etc., un contact physique, et on avait vraiment le sentiment de devenir un peu, pas juste un élève, mais devenir un peu un membre de la famille, quoi, comme un petit-fils. Et la dernière fois que je l'ai rencontré, il était déjà plus en très grande forme, il est décédé 2-3 ans après, et je me souviens que il y a les contacts physiques en Chine qu'on fait pas trop chez nous, parce qu'entre 2 hommes ça se fait pas, mais là-bas ils se prennent beaucoup la main, et dès qu'on se déplaçait, il m'attrapait la main, il me prenait par la main, et ça c'est quelque chose qui m'a... Ouais, parce que c'était vraiment le contact, quoi. C'est pas juste on a eu une connexion, c'était... j'avais vraiment l'impression, voilà, qu'on était, on était une famille, quoi. Donc oui, ça c'est quelque chose qui m'a marqué, quoi. Merci pour ce témoignage. Je me permets de rebondir. Jean-Luc Le Sueur, si je me trompe pas, il a dû faire une interview avec Lionel Froidure. Si c'est le cas, je vous la mettrai juste là-haut, que vous puissiez la voir. Mais de tête, je crois qu'il en a fait une. Est-ce que tu as un mauvais souvenir? Est-ce que j'ai un mauvais souvenir? Ouais. Mauvais souvenir, ouais, j'en ai un. Après, je le présente d'une manière cocasse parce que finalement, c'est pas un mauvais souvenir. Tout ce qui est les petits accidents comme ça sont parfois finalement, c'est des bons souvenirs en y repensant. Mais en tout cas, sur le moment, ça a été un peu presque effrayant, quoi. Le premier séjour que j'ai fait en Chine, à Pékin, il y avait un Français qui vivait là-bas déjà depuis 1 an, ou un peu plus d'1 an, et dont j'avais su qu'il apprenait également l'art martial avec un maître, dont il disait qu'il était très fort, et un style dont j'avais jamais entendu parler. C'était le point canon des 3 empereurs, sans Quan Pao Chue. Bon, pour moi, le point canon, c'était style Chen. Et un jour, il me dit, viens, je t'emmène, on va le voir, quoi. Donc je vais voir son maître, et puis j'ai rencontré un type qui était très intéressant, qui était très fort. Bon, c'était pas moi, c'était pas mon style, puis j'étais déjà en contact avec Lydia Nu, déjà, donc le Yichuan était vraiment mon... Mais voilà. Et puis quelques années après, en 99, quand je suis resté 1 an à Pékin, j'ai un de mes meilleurs amis qui est également un pratiquant d'arts martiaux qui est venu me rendre visite, et j'ai voulu lui faire rencontrer plein de maîtres, parce qu'il était en Chine, c'était fabuleux. Et on a été voir ce maître encore avec mon ami, là, qui était de son élève. Et donc on a été manger dans un restaurant. Et puis, comme le font souvent les Chinois, il a commandé du paitio, l'alcool chinois, qui tape à 56 degrés. Donc il se tape des grands verres comme ça à table, cul sec. Et nous, on n'avait pas voulu boire de paitio, parce qu'on savait que ça allait nous mettre KO, donc on avait pris, on buvait, il fallait boire quand même, donc on trinquait à la bière. Et puis on a vu que le maître, ça montait, et plus ça montait, il commençait à être bien saoul, et plus il y avait du feu qui sortait de ses yeux, et
des petites choses comme ça qui l'énervaient, qui l'agaçaient, et notamment son élève qui avait fini seulement 2e à une compétition de Truchot, donc il n'était pas content après lui, et à un moment donné, il demande à mon ami, bah tiens, viens t'asseoir à côté de moi, on va discuter, je vais te montrer des trucs. Et il commence à lui expliquer qu'avec le chi, on peut pas tordre son doigt, donc tu peux essayer de tordre mon doigt, tu vas pas y arriver. Puis mon ami, bon, il fait pas dans la dentelle, il dit, je vais y aller franco, quoi. Et il a commencé puis on voyait qu'il commençait à y arriver, quoi. Donc il s'est dégagé d'une manière habile. Et puis il a commencé à lui expliquer des principes en le manipulant, en lui faisant des clés de bras. Et puis il a commencé à lui faire une clé au niveau des doigts, etc. Et puis là, j'ai vu qu'il voulait pas juste lui montrer une clé, il voulait lui faire payer pour avoir presque réussi à tordre son doigt, quoi. Ah, et avec l'alcool, j'ai vu que le doigt était à ça de... moi je lui ai dit, il va lui casser le doigt, quoi. Et je voyais que mon ami il rigolait, mais il était tout rouge, il était tout blanc, et il commençait à... Et puis il lui a montré 2-3 techniques. À un moment donné, il dit, tu vois, quand tu fais ci, je fais ça. Et mon ami, il était très fort là-dedans, il bloquait tout. Et à un moment donné, l'autre s'est énervé, et puis il a fait un Fali. En fait, c'est une explosion, quoi, en fait, on va dire un jaillissement, quoi. Et puis mon ami, il est parti. Il y a 3-4 mouvements qui sont partis, et mon ami, il a volé, il s'est retrouvé dans le mur. Et puis en fait, à un moment donné, quand on le voyait qui s'énervait, moi j'ai eu peur. Parce que j'ai vraiment cru d'abord qu'il allait péter le doigt à mon ami. Ensuite, quand on était assis face à lui et qu'on voyait s'énerver, dans le restaurant, il y avait des tables avec des dîners, peut-être, pas des dîners de déjeuner, mais peut-être d'affaires où les gens parlent très fort. Et même eux, ils s'étaient complètement tus parce qu'ils entendaient le maître qui gueulait et ils voyaient qu'il rigolait pas. Et c'est rare en Chine, quand les Chinois qui font du bruit baissent, parce que même eux, ils avaient la trouille. Ils disaient, mais qui c'est ce mec-là, quoi. Et j'avoue qu'avec mon ami, on se regardait dans les yeux et que dans ma tête, j'ai réfléchi à où étaient les issues et où est-ce qu'on pouvait se sauver, quoi. J'ai pensé à un moment donné, je me dis, on va devoir se barrer en courant, quoi. Ouais, ça fait peur, hein, sur la situation. Ouais, sur le coup, on a eu la trouille. Ouais. Et puis finalement, tout est retombé à la fin. Et à la fin, il est allé voir mon ami, il lui a tapé sur l'épaule et il lui a dit, si tu veux devenir mon élève, je t'aime bien. En fait, finalement, le fait qu'il ait donné du répondant... Finalement, ça lui avait bien plu. Mais il avait dû blesser son ego, je pense. Oui, et l'alcool aidant... Ouais, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Mais bon, ça s'est bien terminé. C'est bien terminé. Malheureusement, il n'y a pas que des bons souvenirs. Et puis, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Même les maîtres sont humains. Est-ce que tu as un pratiquant que tu aurais aimé rencontrer, que tu n'as pas pu rencontrer? Un pratiquant que j'aurais aimé rencontrer... Soit vivant encore aujourd'hui, soit décédé. Si aujourd'hui on te donnait n'importe quel pratiquant devant toi, lequel tu aimerais rencontrer? Comme tout pratiquant d'une école, le fondateur de l'école, quoi. C'était le maître de mon maître, donc il est décédé en 63, moi je suis né en 75. Après, c'est de la curiosité, peut-être, tout simplement, hein, parce qu'en fait, en voyant beaucoup d'experts de l'école, finalement, je peux reconstituer le puzzle et me faire une idée de ce que c'était. Mais j'ai tellement... c'est quelqu'un qui a tellement subjugué tous ceux qui l'ont rencontré que je me dis, j'aurais bien aimé quand même... j'aurais bien aimé le rencontrer. Après, j'aurais peut-être été très déçu, parce que déjà, il n'aurait certainement pas... accepter de rencontrer un étranger. Il faut savoir qu'ils n'avaient pas la même ouverture d'esprit à l'époque. On part du principe que c'est possible. Exactement. Mais ouais, c'est quelqu'un... je sais que pour les chemins dans l'art martial, il y a beaucoup... Enfin, l'art martial, quelle que soit la discipline, hein, quand on est sur des transmissions comme ça de plusieurs générations et des transmissions anciennes, on a parfois des connexions qui se font qui sont pas forcément de l'ordre du vivant. Hein. Moi, je sais que j'ai rêvé plusieurs fois de lui et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, les représentations en tout cas que je m'en suis fait, hein. Donc ouais, j'aurais bien aimé pouvoir voir en vrai le personnage et me faire une idée, parce que sur les photos on voit que c'est quelqu'un de chétif qui était vraiment en gros une allumette, quoi. Alors s'il a autant subjugué tout le monde par la quantité de force qu'il pouvait avoir, du coup là ça m'intrigue. Ouais, il y a des choses qui peuvent intriguer, comme ça on se dit comment c'était possible, comment... Exactement, ouais. Après j'ai rencontré d'autres qui étaient capables aussi et qui me disent en gros, je sais comment c'est possible. Oui, c'est possible. Maintenant, comment lui faisait... Être témoin de voir en vrai, quoi. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu aborder sur la préparation mentale et qu'on n'a pas abordée? Écoute, ouais, je pense qu'on peut encore reparler un peu de la préparation mentale, à savoir, je pense qu'on peut revenir un petit peu sur l'idée de ce
que la préparation mentale, sur quoi la préparation mentale elle est axée en Yichuan par rapport à l'art martial et par rapport éventuellement à la vie de tous les jours. Et alors allons-y, sur quoi elle est axée? Alors je pense qu'on a en fait accès par rapport à la pratique du Yichuan, mais pas que, hein, moi c'est ma voix, hein, mais il y a d'autres voix qui amènent à ce chemin-là, à quelque chose d'assez naturel et assez simple en fait. Parce que c'était quelque chose également qui faisait partie des préoccupations alors quand je dis le fondateur du Yichuan, Li Wangchangzhai, c'est le premier qui a vraiment commencé à enseigner cette méthodologie, qui dans les années, à partir de 52, 53, et après dans les années 60, enfin il est mort en 63, mais fin 50, voilà, a eu quand même un souci. Il s'est retrouvé dans une période où on ne pouvait plus vraiment pratiquer l'art martial en Chine. Et il a continué à pratiquer tout simplement parce que, déjà c'était un vieux monsieur, et puis en plus parce qu'il avait toujours fait ça toute sa vie, mais dans une préoccupation qui était celle de la santé. Et donc il a développé ce qu'on appelait une époque le Yichuan thérapeutique, qui est une façon en fait de pratiquer le Yichuan dans des vues qui sont plus de soigner. Donc on fait un parallèle avec la médecine chinoise dont on avait parlé à un moment donné. Et de quel bienfait ça pouvait avoir dans la vie de tous les jours. Et en fait, il s'est rendu compte par l'expérimentation que la pratique du Jianzhuang, elle permettait d'aller guérir certaines symptomatologies, et on est carrément dans, on va dire, la rééducation pour certaines personnes qui ont été des grands blessés, ou parfois pour des gens qui ont fait certaines formes d'hémiplégie, certaines formes de paraplégie, etc., ou juste des accidents, des accidents articulaires, musculaires, etc. Et on est dans une forme d'utilisation de la préparation mentale, en fait, qu'on connaît intrinsèquement parce qu'on l'a en nous. Sauf que notre vision un petit peu trop matérielle en fait de la vie, qui est juste par rapport à l'éducation qu'on a dans notre société, ou dans notre peut-être civilisation actuelle, nous laisse pas utiliser cette façon un peu instinctive en fait de guérir le corps. Tout ça. Ouais, on a mal quelque part, on va se masser, c'est juste naturel, tout le monde le fait. Et utilisation de l'intention et donc la préparation mentale, comme on le disait tout à l'heure, pour guérir ces petits maux de tous les jours, et là on a quelque chose de très intéressant. Voilà, on n'est pas dans la sophrologie à proprement parler, qui va vraiment travailler sur un concept général de relâchement, enfin, travailler sur les intentions, etc. Mais on est sur quelque chose de focalisé sur une partie du corps en particulier. Et ça, c'est quelque chose qu'on utilise couramment dans le Yichuan, parce qu'on fait de l'art martial au départ, et on va pouvoir utiliser cette préparation mentale, ce travail sur l'intention, pour aller travailler sur une zone en particulier du corps. Donc là, on travaille, quelque part, on travaille vraiment sur le Qi. On n'utilise pas ce vocabulaire dans le Yichuan, mais on travaille sur le Qi, et par quelqu'un qui s'est fait une entorse au genou, quelqu'un qui s'est fait, etc., qui a été plâtré pendant un temps, comment amener une récupération plus rapide, et pas juste une récupération mentale ou récupération cardio, mais une récupération vraiment physique dans les tissus et dans la guérison, la cicatrisation en fait des tissus profonds. Et là, on est dans quelque chose de très intéressant, parce qu'on a des résultats qui sont vraiment palpables et tangibles. Et la visualisation est utilisée pour ça maintenant. Et donc du coup, la visualisation, de ce que j'ai compris, est très proche du Yichuan sur pas mal de... Visualisation. Et du coup, on commence à avoir des études là-dessus et qui montrent l'effet de la visualisation de soins. Et le cerveau, ne faisant pas la différence entre ce qu'il vit et ce qu'il imagine, c'est impressionnant. Quand on utilise maintenant des bains, le travail en piscine, le travail pour soigner les articulations, on peut le faire sans. On peut le faire juste en travaillant sur l'intention d'être dans l'eau, etc. Le corps aura la même réaction. C'est fou, hein. Et on peut le travailler tous les jours, on peut travailler plusieurs heures par jour sans pour autant avoir à aller à la piscine, etc. Et sans être fatigué. Heures de piscine, et sans se fatiguer. Et voilà. Et c'était une des grandes, on va dire, je ne sais pas si on peut parler de fierté, mais on va dire de quelque chose dont le fondateur du Yichuan affichait beaucoup souvent les bienfaits. En fait, il disait, on va avoir l'équivalent d'une pratique physique qui peut être assez intense, avec des effets sur le muscle cardiaque qui sont moindres. Donc, tous les bienfaits qu'on pourra avoir quand on va faire, je ne sais pas moi, un footing par rapport au travail de la circulation sanguine, au travail de la circulation, donc le sang circule en médecine chinoise, si le sang circule, le Qi circule, la circulation énergétique, on va l'avoir, mais sans les impacts négatifs, à savoir une sollicitation du muscle cardiaque qui est trop importante et qui finalement va amener une certaine fatigue du corps. Donc on a finalement un travail musculaire général qui est léger, mais qui est assez intense,
un travail sur la circulation du sang qui est assez important, mais sans avoir le fait négatif en fait de fatigue. Très intéressant, je te remercie. Est-ce que toi tu as une question sur la préparation mentale? Et est-ce que j'ai une question sur la préparation mentale? T'es pas obligé d'en avoir. Hein. Non, parce que c'est un domaine que je connais mal en fait. C'est invraisemblable, mais je n'ai jamais été sollicité pour faire de la préparation mentale en tant que coach, tu vois, par exemple. Je fais pas de coaching, moi, je me suis jamais vraiment penché sur le sujet. J'avais lu les bouquins de PNL en étant ado qui m'avaient vraiment... mais c'est peut-être aussi pour ça que j'étais attiré par le VH1, hein, les bouquins... Anthony Robbins. D'Anthony Robbins, exactement. Pouvoir illimité. C'est leur pouvoir illimité, exactement. Il m'avait vraiment fasciné ce bouquin. Il est excellent. Ouais. C'est la base pour moi de la PNL. Je trouve qu'il est assez exceptionnel, ouais. Et mais j'ai pas été creusé plus que ça parce que c'est quelque chose qui m'a pas non plus subjugué. C'est pas que ça m'a pas subjugué, mais on va dire que c'était pas mon terrain. Moi je me voyais pas. Puis à l'époque on parlait pas de préparation mentale. Voilà, coach. C'est un terme que... Ouais, coach, c'était ton entraîneur de sport quand tu étais sportif de haut niveau, quoi. C'est ça. Donc, après, je sais qu'il y a certains pratiquants de VH1, ou certains professeurs de VH1, notamment en France, on avait, parce qu'il est parti, il a pris sa retraite, et il était originaire de Grèce, il est rentré en Grèce, là. Mais Ilias Kaiminsos, qui, je crois, a encadré des sportifs de haut niveau, et je crois notamment des pilotes de Formule 1, il me semble, si je dis pas de bêtises, en utilisant une technique du VH1. Après, voilà, les résultats, je les connais pas parce que c'est son travail à lui, et j'en connais pas plus que ça, quoi. Non, mais c'est très très intéressant. Encore une fois, ce retour, voilà. La préparation mentale, il y a 10 000 moyens pour y arriver, en fait. Hein. Ouais. C'est juste trouver le bon vecteur avec la personne qu'on a en face. C'est... Exactement, ouais. Comme la préparation physique, travailler tel muscle ou tel groupe musculaire, on sait le faire. Oui, maintenant, c'est lequel va convenir à la personne en face avec sa morphologie, son envie, son plaisir. Ouais. Donc voilà. Bah, en tout cas, merci pour ce temps que tu prends. Encore bon anniversaire. Merci. Et puis on vous dit à très vite. Tchou bye. Merci d'avoir écouté Causerie d'experts, votre podcast proposé par le blog Corps et Esprit Martial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite, tchou bye.